Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parlerai de l'instabilité négligée du coude et de son traitement par la reconstruction du ligament circonférentiel. Je voudrais donc tout d'abord remercier le HGOC de m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience et mes connaissances. J'apprécie également les efforts qu'il déploie pour aider les populations des pays en développement à se former à la chirurgie. Je n'ai rien à divulguer, donc un bref historique à mon sujet. Je suis chirurgien de la main et des membres supérieurs et je travaille dans l'une des villes de l'Inde, Bangalore. Je travaille dans un centre de traumatologie de niveau 3 où je m'occupe de beaucoup de blessures négligées à la main. Pour en venir à la brève anatomie de l'articulation du coude, c'est une articulation diatrodiale et juste en regardant l'anatomie, elle semble plus ou moins stable, contrairement à nos autres articulations, comme l'épaule, l'échancrure trochléenne intacte de l'ulna est responsable de 55% de la stabilité en varus et en extension du coude et de 75% de la résistance en varus et en flexion du coude à 90 degrés. J'en viens à l'anatomie des structures ligamentaires. Du côté radial, nous avons le complexe collatéral ulnaire latéral et du côté médial, le ligament collatéral moyen. Le ligament critique du côté radial est donc le LUCL. Il va de la région de l'épicondyle à la crête supinatrice du cubitus. C'est un excellent stabilisateur et on l'appelle complexe car il implique même le ligament du cubitus et les ligaments collatéraux radiaux qui entourent la tête radiale. En ce qui concerne le côté médial, nous avons la bande transversale antérieure et la bande postérieure. La bande antérieure est censée être la structure critique, et c'est le dernier point à rompre dans une luxation du coude totalement instable. Nous avons maintenant vu la structure ligamentaire PNG. La tête radiale et la coronoïde constituent une autre partie essentielle de l'anatomie osseuse. Il s'agit d'un stabilisateur squelettique très important, car le biceps et le triceps ont tendance à ramener l'avant-bras vers l'arrière. Ils agissent donc comme un contrefort et empêchent le coude de se déplacer vers l'arrière. La définition de base de la luxation du coude est la perte de congruence de n'importe quelle articulation, et nous l'appelons également par l'autre terme, l'instabilité, dont nous parlerons plus loin. Traditionnellement, en cas d'instabilité ou de luxation du coude, nous procédons à une réduction fermée. En fait, nous transformons l'articulation en une articulation stable en l'immobilisant pendant une longue période. Nous immobilisons peut-être pendant 4 à 6 semaines et le coude devient raide. Bien que l'articulation ait l'air en béton, elle est raide et inutilisable. La première chose importante à savoir est donc le stabilisateur primaire, c'est-à-dire le ligament croisé antérieur et la bande antérieure du ligament croisé médian. Ce sont les structures critiques qui sont très importantes pour maintenir la stabilité du coude. En plus de cela, nous avons des structures secondaires comme la tête radiale et les muscles fléchisseurs, eux, et extenseurs. La différence entre une articulation normale et une articulation luxée ou subluxée est la perte de congruence et de stabilité. Une articulation normale est congruente et stable, alors qu'une luxation est une perte de congruence. L'instabilité est donc plutôt un état dynamique où, en raison d'un mouvement ou d'un stress mécanique, l'articulation réduite peut perdre sa congruence. C'est-à-dire qu'il peut être luxé ou subluxé. Voici donc la pathogénie de la luxation du coude. Elle est connue sous le nom de cercle de Fourie, populeux par le groupe Mayo. Ils disent que ça commence par le ligament LUCL, puis la capsule antérieure et postérieure, puis la bande postérieure du MCL. Enfin, c'est la bande antérieure du LMC. Lorsque la bande antérieure du LMC a disparu, il reste, instable, quelle que soit la position dans laquelle vous l'immobilisez. Je pense qu'il s'agit simplement d'une implication du LUCL et des structures de la capsule, où il y a des purges coronoïdes dans les condyles huméraux. Pourquoi s'inquiéter de la luxation? Que se passe-t-il si vous ne les traitez pas?
Voici donc l'exemple d'une terrible triade. Vous pouvez voir la fracture de la tête radiale avec la luxation. Voyez ce qui se passe à 5 semaines. Il y a une perte totale de congruence, une dégénérescence et de l'arthrite. Et ici, à 9 mois, l'articulation était tout à fait cohérente. Donc, une fois encore, l'évolution de la maladie dépend de multiples facteurs. L'âge du patient, la durée, l'utilisation. Il n'est donc pas possible de laisser faire. Nous devons l'aborder de la meilleure façon possible. Donc, le coude instable peut être de 3 types, qui est après la luxation aiguë. Il n'est pas réduit, donc il est stable. Ce qui se passe peut être normal si vous ne faites qu'une réduction fermée. La deuxième partie est donc une réduction, mais elle est instable. Il s'agit plutôt d'une instabilité lors d'un test d'effort particulier. La troisième partie est qu'il n'est pas réductible, soit il s'agit plutôt d'une luxation négligée ou persistante, ce dont nous allons discuter plus en détail dans mon exposé. L'instabilité chronique peut donc être récurrente ou persistante. Dans la récurrente, ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous faites une certaine activité ou quand vous faites un test d'effort, le coude se disloque. Persistante, l'articulation reste à l'extérieur ou incongruente. Il peut donc s'agir d'un simple tissu mou ou d'un os ou d'une combinaison des deux. Par exemple, voici le cas d'un patient qui s'est fait luxer une blessure. Bien que l'articulation semble plus ou moins congruente, il présente cette instabilité. Vous voyez cette instabilité grossière ou globale avec le test du tiroir antérieur et le test du déplacement de Pyward. Voir l'articulation sortir, c'est un exemple d'instabilité récurrente. Dans le cas d'une instabilité persistante, l'articulation n'est pas congruente. Au départ, elle peut donc présenter divers symptômes comme, pour cette première patiente, elle présentait une instabilité globale. Atwell avait une bonne amplitude de mouvement et une instabilité globale au niveau du coude. Voici un autre patient. Vous pouvez voir des changements dysplasiques dans l'arthrose et vous serez surpris d'apprendre qu'elle avait une bonne amplitude de mouvement de 0 à plus de 110 degrés. Elle se plaint surtout de douleur et de raideur. Certains patients peuvent donc présenter une simple raideur du coude, ce qui nous amène à la luxation complexe du coude. Et c'est là que la composante osseuse est impliquée. Vous voyez, par exemple, ce patient avait une fracture de l'olecrâne avec une fracture de la tête radiale. Le chirurgien décide donc d'opérer la tête radiale et de ne pas fixer la coronoïde, puis il transfixie l'articulation pendant 6 semaines. Ce qui se passe, c'est qu'après avoir retiré l'arceau, l'articulation se disloque parce que la coronoïde et la tête radiale sont les facteurs importants de soutien ou de stabilisation. Nous avons donc dû revenir en arrière pour fixer la coronoïde et remplacer la tête radiale. C'est donc un exemple de luxation complexe où le ligament ne suffit pas et où il faut restaurer l'anatomie osseuse. Il faut donc toujours commencer par l'os, puis passer aux structures ligamentaires. J'en viens donc à la partie importante de mon exposé d'aujourd'hui, où je vais parler de la façon de gérer ces luxations persistantes du coude ou ces instabilités chroniques. Il s'agit d'un article que nous avons écrit et qui est adapté d'un article sur la reconstruction de la racine. L'indication de la reconstruction, devrait donc être toute luxation chronique. Je dirais de préférence moins de 6 mois. Elle peut également être utilisée dans les cas d'instabilité multidirectionnelle ou d'instabilité chronique, bien que nous ne disposions pas d'un grand nombre de cas à examiner sur cette ligne de temps. Mais sur la base des quelques cas et des contre-indications, comme nous l'avons montré, où certains patients avaient des articulations dysplasiques, où nous ne pouvons pas nous contenter d'une simple reconstruction ligamentaire. Et lorsqu'ils ont une raideur et une ossification hypertrophique,
C'est à ce moment-là qu'il faut éviter de faire cette reconstruction complexe. Je vais vous expliquer brièvement les étapes de cette reconstruction ligamentaire. Normalement, quand vous êtes sûr d'avoir une luxation négligée très tôt, lorsque l'on est sûr de pouvoir procéder à la reconstruction, on place le patient en décubitus dorsal et on prélève le gracili ou un greffon semi-tendineux sur la jambe. Puis nous plaçons le patient en position latérale décubitale sur un support. Pendant que nous nous positionnons, l'autre chirurgien peut préparer le greffon en insérant un bouton endo à une extrémité et à l'autre extrémité au niveau de la liaison ou en utilisant un fil de fibre. L'incision est importante car le radius, l'humérus et le cubitus ne sont pas des lignes droites. Si vous faites une incision droite, vous risquez de manquer certaines zones. La fermeture peut être difficile. Il faut donc marquer la partie médiane de l'humérus et sentir le cubitus, puis l'inciser. Il peut s'agir d'une incision curviligne ou d'une incision en zigzag. Il s'agit donc d'une approche directe à une approche universelle postérieure. Une fois la peau ouverte, il faut soulever de grands lambeaux sous-cutanés afin d'obtenir une large exposition. Un autre point critique est que dans le cubitus, ce ne sera pas la même chose que ce que l'on voit dans une approche normale du coude. Vous pouvez voir qu'il est presque sur la ligne médiane quand vous l'ouvrez, le nerf ulnaire est en plein milieu. C'est donc une étape cruciale. Il faut d'abord être doux dans la dissection. Il faut trouver le nerf cubital, le marquer et l'isoler. Vient ensuite le triceps. C'est comme si vous faisiez une approche d'épargne du triceps. On essaie d'élever le triceps de l'humérus. Vous pouvez utiliser un cautère ou un élévateur de périostomie et l'élever complètement. Il faut donc sentir les doigts et sentir le muscle triceps. Ensuite, vous recherchez l'articulation humorale cubitale. Il y a une chose particulière que l'on trouve, c'est qu'il y a beaucoup de tissus fibreux sur l'articulation. Vous penserez que l'articulation est arthritique ou fibreuse, mais une fois que vous enlevez le tissu doucement avec un couteau, un cautère ou un élévateur périostoïdien, vous pouvez voir une bonne surface articulaire vierge. On commence donc par élever l'articulation humérale ulnaire, puis si l'on pense qu'il n'est pas possible d'obtenir une bonne vision, j'ai aussi tendance à élever les muscles fléchisseurs et les muscles de l'épaule. L'origine de l'extenseur de l'humérus. Et il faut même enlever les attaches fibreuses du LUCL et du MCL de l'humérus. Ce n'est qu'en faisant tout cela que l'on peut voir que l'on peut faire une opération complète. C'était l'un des cas négligés. Vous pouvez voir qu'il a fallu libérer tous les tissus et dénuder l'humérus pour dégager toutes les structures afin d'obtenir la réduction. Une fois que l'on a tout décortiqué, on se rend compte qu'il faut essayer de réduire les coûts. D'accord. Une fois que vous avez relâché tous les tissus, vous devez regarder la congruence radio-humérale ici. Vous pouvez voir la congruence ici et la congruence anal-narumorale de l'autre côté. Cette réduction se produit lorsque vous essayez de bouger doucement, de manière à obtenir un glissement doux. Bien sûr, il peut y avoir une certaine instabilité, mais vous devriez être en mesure d'obtenir une amplitude de mouvement complète. Le problème n'est pas si simple, car dans les cas négligés, le triceps est un facteur inhibiteur moyen. Il s'est donc resserré. On dit que jusqu'à 110 degrés, si l'on peut obtenir la flexion, c'est bien, puis qu'elle peut s'étirer avec le temps. La question est de savoir ce qui se passe si vous n'obtenez pas une flexion d'au moins 90 degrés. Les différentes techniques décrites pour relâcher le triceps dépendent de la quantité de flexion obtenue. Ainsi, s'il s'agit d'un problème très mineur, nous pouvons simplement procéder à une réduction ouverte du triceps en utilisant les techniques décrites telles que l'avancement viva et d'autres choses. Il faut donc obtenir une flexion complète, une interopérabilité pour passer à l'étape suivante. Si vous pensez que l'articulation est raide et que vous ne pouvez rien faire de plus, je vous suggère de ne pas procéder à une reconstruction ligamentaire. Vous opterez pour un fixateur externe et reviendrez plus tard pour une reconstruction ligamentaire,
Une fois que vous êtes satisfait de l'amplitude des mouvements et de la congruence de l'articulation, nous procédons à la reconstruction ligamentaire. Nous devons donc préparer 3 tunnels. Le premier est un tunnel huméral. C'est comme si nous n'avions pas ces sets spéciaux. Nous utilisons normalement le kit de reconstruction du LCA. Il y a donc ces aiguilles de Keith que l'on passe dans la région intercontinentale, le point isométrique. Et puis vous le surperforez avec un forêt de 4 et vous nettoyez les chenilles. Après le tunnel huméral, il y a un tunnel huméral. Ensuite, nous avons dû créer 2 autres tunnels. L'un est sur le côté radial, la crête du supinateur l'empreinte du LUCL. Vous faites votre tunnel dispersé avec l'aiguille de Keith et ensuite vous le surpercez avec une mèche de 4. Et de la même manière, de l'autre côté, au niveau du tubercule sublime, l'empreinte du ligament croisé antérieur, il y a un autre tunnel. Nous avons donc 3 tunnels. Tout à fait. Il faut donc être prudent. Il faut s'assurer de garder suffisamment de marge autour du trou. Sinon, on peut avoir un éclatement. Maintenant, vous avez un greffon avec une seule extrémité. C'est l'extrémité arrière. Le bouton d'endo est attaché et l'extrémité avant est attachée. Vous la passez donc du côté ulnaire du tunnel et vous l'amenez jusqu'à l'empreinte du LUCL. Il est ensuite ramené dans le canal huméral. Nous avons alors le ligament LUCL ou LUCL du greffon. Il faut maintenant le tirer fermement autour de lui, puis insérer une vis interférentielle. Donc, en faisant cette partie, vous devez garder le coude fléchi et l'intonation qui est une partie de la tension de la LUCL. Une fois que vous êtes satisfait de la fixation, vous pouvez l'apporter ici. La partie suivante est la reconstruction du ligament croisé antérieur. On le fait sortir par le côté cubital du bras, on le fait sortir par l'empreinte ou le tubercule sublime, et on le fait sortir par le côté radial. Cela forme le LMC. Il y a donc 2 façons de le réparer. Vous pouvez soit insérer une vis endo interférentielle ici, soit placer un bouton endo ici. Cela doit se faire en flexion et en supination. Donc le LUCL en flexion et en pronation, le LMC en flexion et en supination. Une fois que la section ligamentaire est en place, il faut vérifier l'amplitude du mouvement. Ensuite, on essaye de suturer le compartiment des fléchisseurs et des extenseurs, les muscles, autant que possible. Et ensuite, parce que je pense que le LUCL est plus important, je place une plaque en pronation et en flexion pendant 2 semaines. Et vous pouvez aussi faire une radiographie pour vérifier la congruence. Vous pouvez voir que le coude est tout à fait congruent. Après 2 semaines, vous commencez à effectuer des mouvements actifs en douceur. Donc, si vous avez des doutes sur la tension pendant l'opération, si vous pensez que c'est encore instable, nous pouvons opter pour un fixateur externe. Ce n'est pas parce que vous appliquez un fixateur externe que la reconstruction n'est pas bonne. Parfois, en raison d'un relâchement, il peut y avoir une certaine instabilité qui peut guérir avec le temps. L'autre option consiste à utiliser une charnière pour le coude et à commencer la mobilisation. Il suffit alors de protéger l'amplitude des mouvements pendant 6 semaines. Ensuite, nous pouvons permettre un renforcement progressif après 6 semaines. Et au bout de 3 semaines, ils peuvent reprendre leur activité initiale. Les cas que j'ai montrés ici sont ceux d'une luxation négligée depuis 3 mois. Vous voyez, nous avons eu à la fois une reconstruction sur le MCL et le LUCL.GT. Elle avait à 3 mois, elle a à 3 mois. Elle avait une bonne amplitude de mouvement jusqu'à 100 degrés. Et l'articulation semble assez congruente, bien qu'elle ait ressenti une certaine douleur au niveau du poids sur le côté médial. Mais elle a pu poursuivre ses activités quotidiennes. Il y a donc un autre cas similaire à 3 mois ou négligé ici. Nous utilisons le bouton endo et la vis, et vous pouvez voir une articulation congruente. Il y a un 3e cas, que je vous ai montré auparavant, où il y avait une instabilité récurrente.
Vous pouvez voir que je pense qu'il y a une fracture d'une partie du ligament latéral interne. Voici à quoi ressemble la vis. Nous utilisons le titane, comme pour la vis précédente, et nous utilisons les 2 boutons endo. Bon, parfois, nous ne sommes pas en mesure d'effectuer ces procédures de reconstruction. Quelles sont donc les options alternatives dans le cas d'une luxation du coude négligée? Parfois, nous avons beaucoup d'articulations dysplasiques pour lesquelles nous avons procédé à une réduction ouverte et à un fixateur externe. On laisse le fixateur pendant 6 semaines, puis il y a une certaine raideur, mais il faut le laisser. Ou si possible, vous pouvez aussi faire une charnière, un fixateur externe, où ils peuvent obtenir une meilleure amplitude de mouvement. Je n'ai donc aucune expérience d'autres techniques, mais il existe des techniques décrites sur l'arthroplastie d'interprétation, l'arthroplastie efficace et le remplacement total du coude. Mais chez les patients indiens, nous essayons toujours de restaurer, d'essayer d'obtenir toute l'amplitude de mouvement possible. Je remercie donc à nouveau le HGOC. J'espère que mon intervention a été utile.